Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire de notre série exclusive de 13 webinaires intitulée Covid-19, les dirigeants sur le pont témoignent. Et c'est aujourd'hui Michel Vindoc que nous accueillons. Bonjour Michel et merci d'être avec nous. Bonjour. Ou plutôt, je devrais dire allô, puisque au Québec, c'est comme ça que vous dites bonjour. Michel, tu es leader du groupement des chefs d'entreprise du Québec, Oui, basé à Drummondville. Le groupement des chefs d'entreprise, c'est une association à but non lucratif qui accompagne ses membres, qui sont tous des propriétaires de PME, et qui les aide au travers de 240 clubs à rompre leur isolement, les encourage à partager leur expérience et à libérer leur potentiel pour devenir leader. Ce qui va d'ailleurs être intéressant en ce temps de crise. On va d'autant plus voir l'impact. Votre association donc, emploie une cinquantaine de personnes et une bonne moitié sont déjà en télétravail depuis le Québec, la Belgique ou la Suisse. oui. Pour toi, Michel, Holacracy, ça a vraiment été l'opportunité de se réinventer et surtout de bâtir une organisation en phase avec vos ambitions. On y reviendra peut-être un peu tout à l'heure. Alors, si la mutation n'a pas été simple et a pu prendre du temps, l'implémentation de Holacracy a quand même permis de donner le jour à une organisation libérée de sa dimension hiérarchique. Vous avez plus de chef, mais tout le monde est manager dans une organisation reposant sur des individus autonomes et responsabilisés. Alors, vous avez presque 4 ans de pratique, puisque la Constitution a été ratifiée en août 2016 à l'issue d'une formation praticien qu'on avait réalisée avec toute l'équipe, en tout cas une bonne partie de l'équipe. Alors, je vais te poser quelques questions que j'ai préparées et puis ensuite, on va passer aux questions des participants. Alors, première question assez générale pour positionner un peu le contexte, puisqu'il n'est pas le même partout. On a vu en Suisse, Belgique, France et puis en fonction des entreprises. Alors, pour le groupement, quel est l'impact du Covid-19 sur votre activité et puis plus spécifiquement sur les effectifs? Est-ce que du coup, vous avez pu en mettre en télétravail? Est-ce qu'il y en a qui continuent à travailler dans les locaux? Et puis, est-ce qu'il y en a que vous avez dû mettre sous une certaine forme de chômage? Oui, en fait, depuis un mois, on est en confinement. Je dirais qu'il y a la moitié des entreprises au Québec qui ont été fermées, ce qui n'était pas considéré dans les services essentiels. Alors, ça a eu beaucoup d'impact, évidemment, sur l'organisation du travail. Dans notre cas, on était déjà, la moitié des 50 personnes étaient déjà en télétravail, puis l'autre moitié était prête. L'holacratie nous avait amené à penser à fonctionner de manière de plus en plus autonome. Comme moi, j'ai plus de bureau depuis 3 ans, alors mon bureau il est chez moi. Ça n'a pas été un gros changement de ce point de vue-là. Ce qui a été à date pour nous, cette crise-là, ben, c'est un bon test de résistance, c'est clair, à plusieurs niveaux. Au niveau de la pertinence de l'organisation, de la pertinence de la raison d'être, au niveau de sa solidité financière, au niveau de son entrepreneurship. En fait, il y a plein de choses qui sont testées par la crise, mais je dirais, ça fait 3 choses principalement jusqu'à maintenant. Ça accélère les transitions qui étaient en cours, ça amplifie le beau et le moins beau, puis ça catalyse des opportunités qu'on n'aurait pas osées. Alors, dans l'accélération des transitions, juste pour vous donner une idée, on organise 1600 rencontres en présentiel avec nos entrepreneurs. Tu en as parlé un petit peu tantôt, nos clubs. Bien, à l'intérieur d'une semaine, on a basculé toutes nos rencontres en Skype. Et depuis 5 semaines, on a organisé 840 réunions de clubs en Skype, alors qu'on n'avait jamais fait une. Alors, c'est quand je dis accélérer. Mais la transition, la dématérialisation des rencontres était déjà quelque chose qu'on sentait venir. Quand je dis la crise a accéléré, ben c'est ça. Comme elle a accéléré le télétravail. Maintenant, tout le monde travaille de la maison. Je suis pas sûr, c'est sûr qu'on ne reviendra pas à un modèle comme on était avant. Quand je dis ça l'amplifie le beau et le moins beau, ben c'est ce qui était dysfonctionnel paraît encore plus dysfonctionnel. Puis ce qui était bien, comme par exemple, chez nous, je regarde l'initiative ou l'entrepreneurship. J'ai vu des initiatives extraordinaires apparaître avec la structure puis le fait qu'on fonctionnait avec les rôles puis les cercles, des initiatives
qui ont été extrêmement pertinentes, qui sont apparues à la lumière à cause du contexte de crise. Puis pour catalyser les opportunités, bien, ça nous permet d'envisager d'autres types de services dans notre proposition de valeur, dans la partie connexion qui va nous amener à déployer l'organisation. Beaucoup plus que ce qu'on a pensé jusqu'à maintenant. Alors du coup, je suis curieuse, est-ce que tu aurais des exemples d'initiatives qui ont été prises, qui ont eu un impact? Oui, ben, en fait, au niveau de, par exemple, le fait de passer du jour au lendemain en rencontre Skype, il y a toute une équipe qui s'est créée pour former, évidemment, accélérer la maîtrise du logiciel, de l'application, former des gens à l'interne. Après ça, former des animateurs supplémentaires qu'on pourrait avoir besoin parce qu'on n'avait aucune idée combien de réunions on générait. On était à des réunions aux 7 semaines, puis là, on est à des réunions à la semaine. Alors, ça a explosé. Alors, il y a eu plein d'initiatives comme ça, sans... le seul mot d'ordre, c'était il faut qu'on livre nos rencontres. Après ça, il y a eu de l'auto-organisation, du leadership et des gens qui se sont prêtés à l'exercice de se former en complément parce qu'ils n'étaient pas formés là-dedans. Alors, ça en est un exemple. L'autre, c'est d'écouter les besoins des entrepreneurs puis de répondre en créant des micro-événements sur mesure à l'intérieur de 24 heures. Alors, dans un ancien système, ça aurait passé par tout un stade d'approbation ici et ça. Là, c'était instantané, on organise. Alors, il y a des choses qu'on a fait la journée même. Puis on avait des inscriptions en l'intérieur de 2 heures. Par exemple, la vidéoconférence était prête. Exemple. Et donc beaucoup d'accélération et de choses qui ont été catalysées au final. Oui. Tout s'est fait en un claquement de doigts. Et est-ce qu'il y a eu une transition? C'était une période où voilà, vous ne saviez pas trop comment gérer la crise et puis vous avez été créateur et vous avez pu faire cette accélération. Comment ça s'est passé? Ben, ici, c'est probablement comme chez vous aussi, là, c'est à chaque jour, ça a changé. Là. Fait que le jour où le premier ministre a annoncé que les entreprises fermaient, ben, c'est comme OK. Là, et tout le monde passe en télétravail. Mais évidemment, on fait ça assez rapidement, puis il y a un peu d'incertitude et de flou. Tout le monde a navigué là-dedans. Mais je dirais qu'il n'y a pas eu d'erreur majeure ou de mauvaises initiatives qui aient été faites. C'était plus de devoir se coordonner mieux. On a mis en place, par exemple, un service de Q&A pour les entrepreneurs. Bien, il a fallu apprendre à gérer différemment, avec un débit différent de ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Fait que on n'est pas ici dans l'après-COVID, on est dans le avec COVID parce qu'on a l'impression qu'on va vivre avec pendant un certain temps. Puis on essaie de ne pas se mettre dans l'illusion de l'après. Ça peut être loin l'après. Alors, on, on vit avec. Oui, on ne sait pas trop comment ça peut se passer. Et du coup, en tant que dirigeant, en tant que leader, voilà, c'est un statut particulier aussi, ta position a évolué. Quelle a été ta première réaction? Qu'est-ce que tu as mis en place dès les premiers jours, dès les premières semaines? Est-ce que tu as porté tout seul ou comment ça s'est organisé? On avait déjà, on avait nos réunions de triage et de gouvernance habituelles. J'avais créé un espèce de café du vendredi avec les premiers liens, juste les premiers liens, tôt le matin, là, tous les vendredis. euh, Peut-être 2 mois avant que la crise arrive. Alors, on a pris ce moment-là pour euh, se coordonner mieux, puis je dirais pour s'assurer de préserver une culture, je dirais, d'agilité et de calme. Parce qu'on s'énerve aussi quand les choses vont plus vite. Et ce groupe-là a été, pour moi, souvent les oreilles pour entendre ce qui se passait au niveau de la clientèle, au niveau de notre membership, puis en même temps des idées, écouter des idées et se coordonner aussi. Alors, c'est notre groupe de premiers liens, on en a 12, qui a servi d'ancrage pour prendre certaines décisions et aussi faire certaines réflexions. Puis on a mis en place une quotidienne aussi où à 8 heures à tous les matins, les 50 personnes de l'organisation, on est sur Skype. Puis
Puis là, ben, on prend 15 minutes, je présente les nouvelles du jour. On fait une réflexion sur un sujet donné, comme par exemple, comment on vit le confinement, parce que tout le monde est chez eux. On en profite aussi, à chaque matin, il y a un des employés qui présente son environnement. Donc, ça peut être ses enfants, ça peut être ses plantes. Alors, on apprend à connaître chacun. Les enfants viennent sur le Skype se présenter. Alors, ça humanise un peu le confinement. Euh, il y a un point pour les coups de cœur. Les gens présentent un coup de cœur envers un collègue ou des collègues dans des choses qui sont passées la veille. Donc, c'est une réunion qui tient le tempo, qui nourrit la culture, qui enlève de l'isolement, puis qui nous permet aussi de nous coordonner sur nos priorités. Ça, c'est le fun tous les matins. C'est vraiment sympathique de faire ça tous ensemble. Puis, très bon taux de présence jour après jour. Oui, nous aussi, on a un petit point de synchro le matin et c'est vrai que ça donne du punch et ça permet d'aligner les énergies aussi, puis d'avoir des petits temps informels, pas juste faire des réunions quand il y a besoin ou pas juste passer par l'écrit. C'est important aussi de reconnecter. Alors justement, avec le télétravail, donc vous étiez déjà en télétravail, mais est-ce qu'il y a des choses que vous avez créées en plus, comme ces petits moments-là, pour mieux gérer le fait que tout le monde, pour le coup, soit en télétravail, qu'il n'y ait plus personne sur site? Et puis en termes notamment d'alignement sur les priorités, puis pour garder la motivation, pour ceux qui n'avaient pas l'habitude du télétravail, est-ce que vous avez fait des choses? Ouais. Pas mal tout le monde avait déjà expérimenté, au moins partiellement, parce que on avait commencé à l'offrir, je dirais, chez nous. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des jeunes enfants. Alors, des fois, ça fait des accommodements. Mais c'est là que je me suis rendu compte de l'importance de la raison d'être, que la raison d'être de l'organisation soit clarifiée. Parce que généralement, quand il fait noir ou quand il y a beaucoup de brouillard, on court pas, on marche. Parce que c'est plus dangereux si on court. Et quand il y a du brouillard, puis il n'y a pas de certitude sur vers où on va, parce que tout le monde traverse quelque chose d'inédit actuellement, ben pour moi, il y a deux références. Il y a est-ce qu'on est quand même dans la lignée de notre raison d'être, puis est-ce que ça respecte nos valeurs? Alors, c'est les valeurs qui deviennent l'ancrage quand il fait noir et la raison d'être. Et on a eu ce basculement-là vers l'immatériel, notamment dans les communications, parce qu'on est un peu dans l'événementiel, on est un peu dans la formation. Ça génère toutes sortes de nouveaux arrivants sur le marché, des nouvelles offres. Et là, on a décidé, ça, on le fait-tu, on le fait pas, on le fait-tu, on le fait pas, on le fait-tu, on le fait pas. Puis c'est la raison d'être qui devient je dirais, l'ancrage pour ne pas s'égarer ou s'éparpiller non plus, parce que quand on s'énerve, on s'éparpille. Alors, ça, c'était vraiment un rappel régulier de la raison d'être, à la fois comme alignement, mais aussi pour mobiliser et donner du sens. Chez nous, ça a plein de sens parce que c'est d'inspirer les entrepreneurs. Alors, en pleine crise comme ça, là, on a toute une pertinence qui est mise en valeur, qui est extraordinaire. Merci. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler du coup cette raison d'être et nous dire comment tu as instauré ce rappel à la vision? Est-ce que tu as fait des vidéos? Est-ce que tu as fait des visioconférences? Est-ce que tu as fait des articles pour resensibiliser tout le monde à la raison d'être? Notre raison d'être, nous, c'est inspirer les entrepreneurs pour une société plus prospère. Alors, la dimension société plus prospère, c'est qu'à travers les entrepreneurs, on crée de la richesse, on crée du bien-être, du mieux-être. Et actuellement, ben, la société prospère est ici entendu au sens latin du terme, prosperus, qui veut dire état heureux. Alors, c'est plus que juste financier, là. C'est une société heureuse, si on peut dire, à travers des entreprises qui sont saines, qui sont dynamiques, qui sont contributives. Alors, inspirer les entrepreneurs pour une société plus prospère, nous, ça nous permet de se dire, est-ce qu'on est dans l'inspiration? Est-ce qu'on prend soin de la personne, nous autres, qui est la plus importante pour nous, qui est les entrepreneurs? Puis est-ce que ça contribue à une société plus prospère? Alors, tu vois que dans un contexte comme on est là, c'est c'est- 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 c'est full dedans, comme on dirait ici.
Et alors du coup, auprès des collaborateurs, il y a quelque chose qui a été fait, de ta part spécifiquement pour, réinsuffler cette raison d'être ou il y avait pas besoin, il y a déjà les À travers la quotidienne, à mmh, travers, on a un média social d'entreprise. Nous, on est avec Yammer depuis, depuis le début de l'holacratie. Alors, des rappels de sens. Et je le fais, mais c'est le collectif qui le fait aussi. Alors, des gens qui témoignent de choses, nos animateurs qui témoignent de choses qu'ils ont accomplies ou qu'ils ont vues dans leur groupe respectif, là, sur 800 réunions. Il s'est passé quand même des belles choses. Alors, c'est là qu'on voit que la raison d'être, elle est portée par l'ensemble, pas juste par le leader. Et jour après jour, ben, on s'en nourrit à travers des événements qui la confirment. C'est pas une abstraction, la raison d'être. C'est vraiment quelque chose qui est au jour le jour et qui fait partie du mécanisme de discernement de chacun. Non seulement du leader ou des leaders, mais de chacun. oui, c'est super qu'elle ait été, là, portée, pendant la crise et pas que par toi et puis Mm. je pense qu'elle avait d'autant plus son sens avec la crise parce que les Ouais, dirigeants effectivement, comme tu disais, ouais. bataillaient. Alors, justement, je serais curieuse d'avoir ton expérience sur, l'animation des différents clubs. Est-ce que ça a amplifié du coup, votre raison d'être? Quelle a été la réaction des dirigeants que vous avez pu aider dans cette crise? Ben, c'est là qu'on, ben, de toute façon, nous, c'est notre métier, mais dans toutes les entreprises, le télétravail va devenir non seulement un mal nécessaire comme il l'était pour certains, mais un outil de gestion. Quant à moi, ça va devenir un nouvel outil de gestion, un nouveau contrat de travail entre l'organisation et les personnes qui y contribuent. Il y a quelque chose de puissant là-dedans qui va émerger, même dans le modèle des organisations. Alors, moi, je fais juste croire que ça rend plus responsable et plus autonome comme fonctionnement. Il faut avoir les bons outils pour le faire. Au-delà du télétravail, j'imagine que les dirigeants, bon, ils n'ont pas tous le même type d'entreprise, mais ceux qui ont dû être à l'arrêt, ça devait être dur pour eux aussi de le faire. On avait le témoignage de Oui. Sébastien Di Pasquale de l'Atelier du Laser qui, lui, a souffert de la crise et ne sait pas s'il va s'en remettre, en fait, si son Oui. entreprise va survivre. Mm. Comment est-ce que vous avez accompagné les dirigeants là-dedans? Actuellement, le portrait, c'est environ 60 des entreprises sont, je dirais, en mode fonctionne. Bon, on a eu des aides au niveau du gouvernement fédéral ici, là, un appui extraordinaire pour l'emploi, là, pour le maintien de l'emploi. Là. Ça a changé, ça, beaucoup de choses. Fait qu'il y a 60 des entreprises qui roulent comme ça. Il y a un 20 que c'est fou, hein, parce qu'à cause du secteur d'activité, il y a beaucoup de demandes, là, les produits sanitaires ou des trucs de même. Puis il y a un 20 qui actuellement sont soit en hibernation créative ou en mode critique pour survivre. Alors, pour ces entreprises-là, ben, spécifiquement, on peut organiser des rencontres pour les aider à restructurer leur modèle d'affaires. Il y a un type d'accompagnement qui se fait là, mais toujours avec d'autres entrepreneurs, par exemple. Mais tu posais la question sur animer en Skype. Moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier-là d'accompagnement, d'animation. C'est une autre pédagogie, c'est d'autres mécanismes, c'est des nouvelles compétences. Nous, on va les mettre dans les compétences clés de l'organisation à maîtriser, pas juste savoir comment ça marche, mais maîtriser ça. On a bâti tout un protocole d'animation de branchement. On a des équipes pour les branchements, pour toutes les Skype à chaque semaine. Euh, c'est quelque chose qu'il faut développer et maîtriser et qui ne disparaîtra pas, à mon avis, qui va s'amplifier aussi. Oui, il y a le côté technique et puis il y a le côté animation. C'est pas pareil d'animer en physique avec les gens. Oui, Comment est-ce que je connecte les personnes, je crée du lien malgré la distance, ça doit pas être évident. oui, J'aime, j'aime beaucoup le terme que tu as utilisé, d'hibernation créative. Nous aussi, on a une partie là-dessus, ces webinaires en font partie. oui, C'est vrai que c'est une opportunité pour créer, donc oui, oui, tout à fait. il y a du positif. On a Euh, lancé aussi, comme oui, organisation, on a lancé un mouvement qui s'appelle hashtag Ensemble pour durer.
L'idée, c'est d'interpeller tous les entrepreneurs, pas juste ceux qui sont membres du groupement, mais tous les entrepreneurs à ne pas rester seuls dans la crise. Donc, on interpelle, appeler à chaque jour un autre entrepreneur que vous connaissez pour prendre de ses nouvelles, pour jaser avec. On interpelle les gens à entrer dans des réseaux pour, que ce soit le groupement ou peu importe lequel, mais pour aller chercher de l'inspiration, justement, aller chercher, se délivrer un peu de ses tensions parce que on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une étape et surtout si ça dure, ça va être très exigeant sur le plan psychologique aussi et affectif pour les entrepreneurs. Alors, on le voit, on le voit qu'il y a il y a de la détresse aussi dans certains contextes qu'il faut accompagner et qu'il faut nourrir parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Non, enfin, vous utilisez le terme de briser l'isolement et ça me parle vraiment. Il y a plein de réseaux en France. Moi, je suis partie du centre des dirigeants, des jeunes dirigeants d'entreprise, CJD. Et c'est vrai que c'est là où on voit toute l'entraide et le pouvoir d'un tel réseau. C'est qu'on a besoin d'un truc, on le partage, on a des questions, ben, on a l'expert comptable qui va bien ou autre. Et c'est vraiment cette force de mouvement et surtout aussi sur le plan psychologique qui peut aider de ne pas se sentir seul. Ouais. Donc, j'invite vraiment les dirigeants à s'exprimer, à rentrer dans un tel réseau parce que ça soutient vraiment, même au-delà du business en tant que tel, ça soutient vraiment moralement. Oui, oui, oui. Puis d'autant plus qu'en télétravail, les frontières entre le personnel, professionnel, tu sais, c'est une nouvelle manière de vivre que ça implique, surtout dans la durée. Et comment tu délimites ces frontières-là qui sont de plus en plus poreuses. Il faut installer des rituels. Fait que tu parlais tantôt des compétences d'animer des webinaires ou des Skype ou peu importe. Il y a aussi des nouvelles compétences d'autogestion en mode télétravail. C'est comment j'organise ma vie avec ça. Alors, c'est pour ça que je disais, dans notre quotidienne le matin, on fait intervenir quand il y a des gens de l'équipe qui interviennent, on met les enfants là, on veut voir le contexte pour tenir compte du fait que chacun a son contexte, puis c'est pas toujours facile hein, avec 4 enfants à la maison, puis parce que les écoles sont fermées ici, là, je sais pas, chez vous aussi, je sais, mais Oui, les écoles sont fermées, on a un souci. ouais. Alors, c'est Et tout ça, oui, ça. Et puis, bon, on ne sait pas trop quelle issue ça va prendre, mais oui, voilà, montrer son contexte, partager son contexte, et faire rentrer le travail dans son contexte personnel et le personnel dans son travail, je pense que ouais, ça peut aider certains qui sont dans des situations délicates. ouais. Mais ouais. Puis en même temps, il faut savoir aussi se ressourcer. Quand tu as fait, moi, je fais en moyenne une dizaine de Skype par jour. Là. Des fois, c'est bon d'aller marcher un peu. Oui, ça, je peux que recommander. En France, on a 1 heure d'activité quotidienne individuelle. Moi, je la prends tous les jours pour aller marcher en forêt. Ça fait un bien fou et je pense que c'est important de garder cet équilibre et pas Oui, rester à l'ordinateur. Surtout quand télétravail, on est souvent plus concentré, donc on fait plus de travail, on ne s'en rend pas compte. Donc, oui, c'est bien de rééquilibrer un petit peu. tout à fait. Du coup, si vous deviez de nouveau faire face à cette crise, est-ce qu'il y a des choses que vous changeriez, que vous amélioreriez, ou est-ce qu'il y a des enseignements en fait, que vous tirez de cette crise? Il y a des protocoles comme là, on est en train de mettre en place les protocoles d'hygiène d'une éventuelle réouverture des bureaux et des rencontres en présentiel. Donc, c'est une expertise que tout d'un coup, il faut développer. Là. Mais mis à part ce genre de protocole-là, qu'est-ce qu'on aurait fait de différent? Euh, Pas grand-chose. Moi, je suis particulièrement fier de l'équipe. Honnêtement, là, je suis assez critique habituellement, mais euh, je dirais, on a hésité, nous, sur est-ce qu'on fait ceci ou est-ce qu'on fait cela, notamment sur la place publique, parce que, bon, tout le monde voulait se faire entendre, tout le monde voulait bien paraître aussi. Puis, je dirais, j'ai eu des hésitations qu'aujourd'hui, je n'hésiterai pas. Je serais plus fidèle à notre mission et à notre raison d'être encore, même si on l'est déjà beaucoup. Alors,
c'est pas majeur, là, mais c'est quelque chose comme ça. Au niveau du fonctionnement de l'organisation, non, c'est bien. Heu, les gens se téléphonent, on a un genre de chaîne d'appel, pour les employés. On a dû faire des mises à pied temporaires. On prend soin des gens qui sont en mise à pied, temporaire aussi. Hem, je vois pas, Super. Mm. rapidement comme ça, il n'y a pas eu d'erreur majeure. Être encore plus proche des clients. On l'est déjà beaucoup, mais on pourrait l'être encore plus. Ouais. Mm. C'est l'essentiel de votre métier. Mmh. Ouais. Alors, de notre côté, nous en France, on a une fin de confinement annoncée le 11 mai. On peut se poser la question si cette date va tenir. Je ne sais pas comment ça se passe au Québec, mais j'imagine que vous allez quand même reprendre l'activité. Tu dis vivre avec le Covid, mais ça va quand même évoluer. Il va y avoir une reprise progressive de l'activité. Il va y avoir des changements quand même vers du mieux. En tout cas, j'ose espérer. Comment est-ce que vous anticipez ce, ce futur? Nous, les commerces commencent à réouvrir à partir d'aujourd'hui, je pense. C'est séquentiel, là, pas tout le monde. Mais le confinement, par contre, demeure. Et la distanciation sociale demeure. Alors ça, il n'y a pas d'échéance à date là-dessus. Il y a une réouverture partielle des écoles primaires là, pour l'immunité collective, puis en même temps, j'imagine aussi pour que l'économie redémarre, il faut aussi qu'on puisse euh, redémarrer aussi l'éducation. Euh, je crois que le confinement va demeurer encore un certain temps ici. La distanciation, ça va modifier beaucoup les pratiques. Il va falloir trouver un moyen d'humaniser aussi, par exemple, le port du masque et tous ces trucs-là. Alors, nous, on prépare notre prochaine année budgétaire par des scénarios. Alors, auparavant, on était assez linéaire dans nos projections. On maîtrisait assez bien nos, notre budget puis nos projections, mais là, on va faire des scénarios optimistes, très pessimistes, et ça va être différent un peu comme approche. Puis avec des scénarios aussi au niveau de la proposition de valeur. Qu'est-ce qui pourrait devoir changer dans le courant de l'année, notamment si on retourne, si la crise repart à cause d'une nouvelle épidémie, une nouvelle étendue de contagion. Donc, on est plus dans une logique de scénario et d'options qu'auparavant. Euh, mais pas inquiet, tout simplement plus vigilant, je dirais, ou plus agile. Plus agile, je pense que c'est Hmm. c'est le terme utilisé par Stéphane quand on a fait le webinaire il y a une heure. Ah ouais? Effectivement, agilité, c'est quand même au cœur, Oui, agilité, résilience des entreprises. oui. Alors justement, en parlant d'agilité, vous avez mis en place Holacracy. Est-ce que tu penses que ça a aidé dans cette crise et comment ça a pu vous aider? Hmm. J'ai posé la question la semaine dernière dans une de nos quotidiennes le matin à l'ensemble de l'équipe qui était là, en prévision de ce webinaire-là. J'ai dit, qu'est-ce que je vais dire si la question est posée, tu sais? Puis ce qui est ressorti beaucoup, c'est l'agilité dont on vient de parler, l'initiative, euh, l'autonomie, l'auto-organisation. Les gens de chez eux s'organisent relativement bien. L'intelligence collective, c'est que même à distance, c'est pour ça que je dis que j'ai 10 Skype par jour, parce qu'on reste quand même très branchés entre nous pour faire de la co-création ou des sollicitations d'avis, par exemple. Alors, on est plus interactif, même à la limite, que quand on était dans le même bureau. Alors, c'est tous des éléments que l'holacratie nous a amenés déjà comme philosophie de gestion, euh, la responsabilité des gens dans leur rôle, les périmètres. Alors, on sait que, ah, non, il faut que j'appelle telle personne parce que là, je vais rentrer dans son périmètre. Alors,
la clarté qui était là avant, ben, est comme amplifiée par les événements. Puis ce qui nous reste de non-clarté, ben, il apparaît aussi. Fait on aura quelques bonnes réunions de gouvernance à faire dans les prochaines semaines pour aller placer des flous, des chevauchements qu'on a pu vivre pendant la crise jusqu'à maintenant, puis qu'on devra expliciter à l'intérieur de notre structure aussi. Et Oui, c'est très aidant. Mm. je C'est ce que les discute. gens de l'équipe disaient. Mm. Ah oui. Mm. Et je discutais justement avec Isabelle Bord quand on a fait le webinaire, et elle aussi, elle disait la réunion de gouvernance va venir d'ici quelques jours, quelques semaines, mais après avoir réglé l'urgence opérationnelle de la crise. Et la gouvernance, ça va vraiment permettre à l'organisation de créer des capacités pour faire face la prochaine fois, Mm. être plus armée, en tout cas que l'organisation soit mieux structurée et que Ouais. vous ayez bien eu tous les enseignements en fait, de cette crise qui soient capitalisés dans des rôles, Mm. processus ou autre. Et ça, c'est vraiment la puissance, je trouve, de la gouvernance. Bien noter toutes les tensions pendant l'opérationnel pour pouvoir les Mm. processer après. Oui, puis la notion de granulation des rôles, là, qui est une des choses moi, qui m'a le plus plu dans l'holacratie. On le vit là, parce qu'on est obligé d'envoyer des gens sur certains fronts ou dans certains types. C'est très agile. On donne le rôle à quelqu'un. Des fois, c'est des micro-rôles, là, mais très circonstanciels, mais euh, ça permet d'être prêt rapidement. Ça fait que ça revient un peu à l'agilité. Ouais, je peux me permettre de préciser la granulation des rôles ou granularité, c'est vraiment la taille d'un rôle. Est-ce qu'il est tout petit, centré juste sur une tâche, par exemple, ou bien plus gros et englobe plusieurs choses? C'est vrai que pour les dirigeants en général ou managers, ils ont souvent des grands rôles au début, et le fait de les scinder en plus petits rôles, ça permet de mettre d'autres personnes et de faire monter en compétence d'autres personnes pour pouvoir se libérer du temps et se centrer sur sa valeur ajoutée. Tout à fait. Donc, je pense qu'effectivement, Mm. en termes de, en temps de crise, à post-crise en tout cas, ça peut être des choses qui peuvent être faites. Oui, tout à fait. Ouais. Merci. Alors, j'ai une dernière question avant qu'on passe aux questions des participants, hein. Donc, chers participants, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre. Certains pensent que cette crise n'est que le début et qu'il y en aura d'autres. Donc, pour toi, j'ai bien compris qu'on est quand même encore dans la crise. On vit avec la crise, mais peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont s'ajouter à celle-ci. Est-ce que tu es de cet avis? Ah Et oui. est-ce que tu envisages d'aller encore plus loin du coup dans la transformation pour faire face à ces turbulences? Ah, c'est sûr que ça va revenir. Je crois même que on appelle ça un coup de pratique ici, là, l'expression. Pour quelque chose qui va être peut-être plus gros. Écoute le TED de Bill Gates là, de 5 ans qui annonçait ça explicitement, ce qu'on vit là aujourd'hui. Et même l'année passée, il y en a eu un autre. Alors, c'est les nouvelles formes de guerre qu'on va vivre. Et moi, je pense que ça va nous amener à revoir. J'espère que ça va faire assez mal pour changer en profondeur des comportements et qu'on puisse à ce moment-là être prêt à quelque chose de pire un jour et qu'on ne reviendra pas, que ça aura été juste un mauvais moment, puis qu'on va revenir dans nos comportements et nos revendications passées. On n'est plus là. Quant à moi, là, l'avenir est dans le futur, puis le futur, il va être incertain. Là. Quand on parle du VICA, là, le fameux VICA, là, volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté, c'est sûr que ça va être de plus en plus comme ça. En tout cas, c'est mon opinion. Et du coup, comment est-ce que tu vas armer, entre guillemets, le groupement? Quelle est ta vision de la transformation? Parce que voilà, vous avez mis en place la Crassi et puis d'autres choses. Vous allez vers le TIL, l'organisation Opale de Frédéric Laloux. Donc, quels sont les prochains chantiers d'innovation là-dessus? On a créé une école interne, nous, pour nos animateurs, hein, une académie pour des compétences spécifiques pour l'animation de nos communautés de pratique. On va fort probablement mettre à une autre académie qui va être pour l'ensemble de l'équipe sur des compétences génériques, transversales,
qui vont faire en sorte que les gens vont maîtriser plus d'habiletés, mais qu'il y a des habiletés de base, notamment en technologie, qui devront être maîtrisées par tout le monde. Alors, les compétences que j'appelle les compétences du futur, on va s'assurer à l'interne d'avoir de la formation pour ça. Le deuxième point qui devrait être le premier, en fait, le plus important pour moi, c'est de développer, continuer à nourrir, développer, stimuler, encourager une culture d'entrepreneur et non pas une culture de victime ou d'exécutant ou de, ça prend. Les entreprises qui vont survivre vont être des entreprises composées d'intrapreneurs, c'est-à-dire des gens qui ont du leadership, qui ont la liberté d'agir et de décider, puis qui sont alignés sur la raison d'être. C'est le acid test des organisations dans les prochaines années. Et alors justement, cette culture d'entrepreneur, comment est-ce que vous la favorisez au sein du groupement? Parce que c'est pas évident pour quelqu'un qui, voilà, vous, ça fait 4 ans que vous êtes dans ce modèle-là, mais même pour les nouveaux collaborateurs ou certains ont besoin de plus de temps aussi. Devenir entrepreneur, est-ce que c'est facile? Est-ce que les collaborateurs y arrivent? Comment est-ce que est la maturité actuelle? Nous, en général, les gens qui n'aiment pas la liberté, c'est rare. Hein? C'est comme, sauf que la responsabilité qui vient de la liberté, ça, c'est un petit peu plus difficile. Alors, il faut toujours vendre le kit, les deux morceaux ensemble. Il n'y a pas juste ça, il y en a deux. Alors, d'encourager ça. Mais c'était dit, puis c'est mon expérience, puis c'est ce que j'ai observé aussi dans les organisations qu'on a dans notre réseau. C'est sûr que ça prend un leader qui est convaincu de ça, puis qui le vit en termes de valeurs et de comportement. Au niveau de créer des espaces pour que les gens puissent exprimer leur talent et s'exprimer. C'est impossible si ça, c'est pas là comme préambule. Après ça, ben, c'est d'amener de la clarté dans les espaces de chacun. Fait qu'il faut créer ces espaces-là. Après ça, ben, il faut les clarifier. C'est quoi mes rôles, c'est quoi mes responsabilités, mes redevabilités, tout ça. Ça se fait. En tout cas, chez nous, ça se fait. On n'est pas les seuls. Il y en a plein dans le monde qui l'ont fait. Mais en même temps, pour moi, ça va être une condition de survie des entreprises. Ce ne sera pas un must, ça va être une condition de survie. Sur quel horizon, je ne sais pas. Mais ce genre de crise-là va venir perturber complètement les anciens modèles qui étaient encore debout. C'est certain, c'est évident. Merci. Alors, on va passer aux questions-réponses des participants. Je vous invite à mettre vos questions. Je crois qu'il n'y en a pas encore. Que tu as été trop exhaustif ou que les participants ne sont pas curieux. Je ne sais pas. On a des participants du Québec aussi. C'est peut-être trop tôt le Ah oui? matin Ah oui? pour le petit-déj. Du coup, je suis curieuse sur cette culture d'agilité que vous avez en interne. Est-ce que c'est quelque chose que vous proposez aussi aux dirigeants que vous accompagnez et comment est-ce que vous le proposez pour leur permettre d'être plus résilients? Tu parles à nos clients ou à l'interne? Oui, oui, à vos clients, oui, pardon. Ben ça, c'est comme une nécessité aussi en même temps pour les organisations d'être capables de réagir rapidement, de répondre rapidement. On vient de faire 5 semaines d'entraînement intensif là, pour ça. Là. Quand tu dois fermer, quand tu dois réorganiser, quand tu dois réouvrir partiellement, quand tu dois ouvrir que la moitié de tes autres. C'était une extraordinaire cascade d'adaptation et de réactivité. Il y avait des annonces au niveau du gouvernement le matin, le lendemain, il y avait quelque chose qui venait de changer les règles du jeu parce que tout le monde. Ici, en tout cas, c'était extraordinaire, le leadership des deux gouvernements au niveau du Québec, au niveau du Canada. Comme je parlais à des gens haut placés, là, ils disaient, ben, en même temps, on construit l'avion, on vole, puis on construit l'avion pendant qu'on vole. Tu sais, personne n'était assez prêt à cette situation-là. C'est pour ça que l'agilité, c'est juste une question de survie. C'est même pas c'est même pas une tendance ou, je dirais, un must, un nice to have.
il faut être agile. Et c'est dans ce sens-là, je dis que le fait d'autonomiser et de donner plus d'espace aux collaborateurs, ça permet de favoriser cette agilité-là. Mais il reste que tout ne fonctionne pas parfaitement. Il y a toujours de la clarté sur les processus de décision. C'est-à-dire qui décide quoi, comment, quand. Fait que quand tu es dans une turbulence, qui décide quoi, quand, comment. Il y a des choses qui se décident par un individu, il y a des choses qui doivent se faire par sollicitation d'avis. C'est pas toujours évident. C'est cette partie-là qui est comme toujours secouée puis challengée. C'est qui décide quoi, comment. C'est ça l'enjeu, dans le fond. Alors, une question de Anna qui du coup rejoint la mienne, qui demande quel type de soutien offrez-vous aux entrepreneurs dans ces temps qu'ils ont beaucoup éprouvés? Nous, comme organisation, le premier soutien, c'est une communauté de base dans laquelle ils sont déjà, ils participent déjà. On en a 230, c'est des groupes entre 8 et 10 qui, là, maintenant, se réunissent soit à la semaine ou aux 2 semaines par Skype. Et c'est vraiment le lieu pour aller se déposer, aller se ressourcer, aller déposer ses inquiétudes, ses challenges, tester ses intuitions, valider des pistes. Alors, c'est vraiment un milieu ouvert, intime, en grande transparence. Quelqu'un qui est sur le bord de la faillite, il va le dire, va demander des éclairages. Alors ça, c'est le premier soutien, c'est les communautés, nos communautés clubs, nos communautés de base. On a un réseau de mise en contact aussi pour quelqu'un qui ne trouverait pas dans son groupe l'expertise qu'il cherche. Il peut être mis en relation avec n'importe qui dans le réseau. On a 2000 entrepreneurs dans notre réseau. Alors, il y a aussi de la mutualisation au niveau de la connaissance, c'est-à-dire qu'on a des banques d'outils qui peuvent servir aux gens soit dans la gestion de leur personnel ou dans la gestion de l'encaisse, par exemple, qui est le grand enjeu là, pour les prochaines semaines ici. Puis, on a des genres de webinaires où on a des entrepreneurs qui viennent partager leurs bonnes pratiques, leur expérience en toute transparence aux autres entrepreneurs. Alors, c'est pour ça qu'on est toujours dans l'inspiration, si je peux dire, là, comme organisation. Puis, entre entrepreneurs pour ne pas rester seul, dans le fond, ne pas rester seul. Merci. Alors, une question de Marion ensuite. Bonjour Marion, qui te remercie de ton partage. Elle dit, tu as dit que vous aviez dû faire des mises à pied temporaires. Est-ce que cette réduction d'effectifs vous a causé des difficultés? Et si oui, lesquelles? Si les mises à pied nous ont posé des difficultés? Oui. Ben, c'est toujours de prendre la décision. Hein. C'est jamais agréable. Après ça, c'est sur quelle base on prend cette décision-là. Alors, nous, par exemple, il y avait une question, on a privilégié ce qui était le service direct au client. C'était un premier facteur de discernement. Après ça, il y avait la mobilité ou la flexibilité des gens qui pouvaient, ceux qu'on gardait, c'était ceux qui pouvaient se promener le plus en termes d'agilité transversale, d'être capable de faire ça. Puis après ça, ben, on s'est dit comment on va en prendre soin aussi. Alors, c'est la première fois, moi, que ça fait 30 ans que je suis dans cette organisation-là qu'on a à vivre ça. Maintenant, on va voir dans les prochaines semaines vers où ça va nous mener, mais non, c'est pas agréable. Mais c'est toujours le principe que si on ne fait pas ça, c'est tout le monde qui coule un peu plus tard. Tu sais. Alors, puis ici, ben, il y a en une semaine, ben, probablement comme chez vous, il s'est créé quasiment 1 million de chômeurs. Alors, puis, là, un mois, mettons 2 mois, on était en zéro chômage. Il y avait 100 000 postes de disponibles dans la région de Montréal. Oui, je me rappelle qu'au dernier webinaire, tu nous avais dit ça, effectivement. Ouais. Venez travailler au Québec, il y a de la place. Bon, ben, maintenant, c'était trop tard. Il fallait y aller. Là, maintenant,
il y a moins de place, là. Je pense qu'il y a de la place nulle part, malheureusement. Ouais, c'est ça. Merci Marion pour la question. Et du coup, une autre question, avez-vous eu de la difficulté à rencontrer vos objectifs pour cause de manque d'effectifs? Non, pas dans la manière qu'on s'est réorganisé, même qu'on, j'aime pas l'expression on surperforme, mais on accomplit plus qu'avant la crise. Je pense que le télétravail, il fait un peu, comme tu disais, on est quand même plus on target, on est plus concentré, je dirais. Ça a généré un type de collaboration. Ça a décentré les gens des fois de leur. Tu sais, dans toute organisation, on chiale un peu, on a toujours un petit quelque chose à critiquer. La crise a décentré les gens vers vraiment l'aide puis le soutien aux clients. Alors, c'est quand je dis tantôt des belles surprises, ça en est ça. Mais on n'a pas, à date, on n'a pas de problème à livrer ce qu'on a à livrer. Non. On le livre, puis on livre plus. On est probablement plus concentré. C'est une belle leçon en même temps, ça, pour une organisation de se regarder. Alors, je dirais pas qu'on fait de l'embonpoint comme organisation, mais on a quand même des petits bourrelets. Et fait que c'est pas une question de poids, c'est une question de bourrelet. Alors, il faut aller voir où est-ce qu'on peut avoir un petit peu de minceur qui peut nous aider à être plus agiles. Et tu parlais beaucoup des bonnes surprises. Est-ce que vous avez eu, à contrario, des personnes où vous étiez un peu plus déçus, qui n'ont pas pris leur leadership ou leur place dans cette crise? Honnêtement, là, je te dirais non, il y a eu des confusions. Euh, Puis, par exemple, on a diminué les salaires de 15 pour ceux qui restaient. Puis, la question qui est venue tout de suite, c'est est-ce qu'on diminue de certaines personnes, pas de tout le monde, mais de certaines personnes, c'est est-ce qu'on diminue de 15 notre temps? T'sais? Puis, la réponse qu'on avait choisi de faire, c'était, ben, suivez votre conscience. Alors, on renvoyait les gens à eux-mêmes, puis c'est bien correct. Il y en a qui ont diminué un peu leur temps travaillé, puis il y en a qui ont des contextes où ils doivent le faire, c'est parfait. Puis il y en a d'autres que non, eux autres, ça ne change absolument rien, puis ils aiment ça, puis ils sont heureux. Puis, alors, c'était de renvoyer les gens à leur conscience, puis de vivre comme leader, de vivre avec la décision de chacun. Et à date, ça n'a causé aucun problème. Alors ça, on vous envie quand même en France de pouvoir diminuer les salaires comme vous voulez. C'est quelque chose Ben, impossible en France. ouais, mais oui, probablement. Là, je ne connais pas le droit du travail chez vous, mais comment ça se fait quand on augmente les salaires de 15 personne ne chiale, puis on ne rajuste rien, on rajuste pas, on n'augmente pas le nombre d'heures, puis quand on diminue, ben c'est ça. Fait qu'il y a une logique. Chez nous, c'est mais ça ne durera pas. C'était juste pour que l'entreprise traverse un mauvais moment au niveau de l'encaisse. Un Mais, mauvais mais, moment potentiel parce qu'on ne l'a pas vécu. mais tu as raison, c'est une solidarité de l'entreprise et nous, notre mode de fonctionnement, en tout cas des rémunérations, est basé sur le profit de l'entreprise. On est rémunéré en fonction du profit. Donc, on peut avoir des rémunérations plus basses en fonction des années. Je trouve ça beaucoup plus sain, en tout Mm. cas, Mais ici, c'était un choix. ça permet de contribuer. Mais chez nous, c'était un choix de l'équipe. C'est même pas le conseil d'administration qui a demandé ça. C'est l'équipe qui a dit, bon, ben, on perd des gens, on fait des mises à pied temporaires. Ceux qui restent, on donne un petit coup par solidarité. Puis, on verra après. On verra qu'est-ce qu'on fera avec la suite, dépendamment de quel scénario va aller. Mais le scénario est quand même positif jusqu'à maintenant. Merci. Alors, on va prendre une dernière question de Marion. Dans les moments les plus tendus, avez-vous parfois senti que les réflexes de votre système pré-holacratie revenaient? Oh oui. Oui, oui. Oui.
c'est le défi d'avoir des leaders qui peuvent, par moment, devenir plus directifs, par exemple, ou de sauter dans l'espace de quelqu'un d'autre. Euh, Personne n'en est venu au point, là. Il n'y a pas eu de sang non plus, mais ça a généré des fois des tensions c'est ça, d'espace. Mais j'aime mieux ça que l'inverse, qu'il y ait des trous, qu'il y ait de l'inaction, qu'il y ait de la nonchalance. Alors, donc, ça a juste permis de clarifier des choses. Mais oui, il y en a. Je ne dirais pas qu'il y en a chaque jour, mais il y en a très certainement chaque semaine. C'est quand il y a la tempête que les anticorps reviennent et tentent de remanger le système. Oui, puis un autre exemple, c'est qu'il y a eu quand même des réflexes, des fois, moi, comme leader, de me remonter la décision, de dire, ben, tu ferais quoi, toi? Tu sais? Alors, ben, je peux donner mon avis, mais c'est pas moi qui va prendre la décision, là, ça t'appartient, ça. Ben, fait, des réflexes de remonter les décisions, il y en a eu, surtout quand c'est un petit peu corsé. Là. Alors, oui, mais tu sais, c'est pas grave, on est des humains. Il faut juste le voir passer, puis réagir en conséquence ou apprendre. C'est pour ça que I'm still learning. Oui, oui, j'ai vu ton joli t-shirt. Il est très à propos. On arrive du coup à la fin du temps qui nous est alloué. Merci pour vos questions. Merci Michel pour ton témoignage. La série de webinaires continue jusqu'au 7 mai. Vous pouvez nous rejoindre demain à 12h30 avec Philippe Pinault de Talk Spirit et puis à 17h30 avec Bénédicte Deckester d'Evry Wind Pharma. Et puis on aura encore 2 autres webinaires mercredi et jeudi. Si vous êtes intéressé pour aller plus loin sur l'holacratie, on a une session qui démarre le 7 mai prochain en ligne d'introduction des 4 outils et des clés de la mise en place de cet outil qu'est l'holacratie. Et puis on a d'autres sessions qui seront en présentiel. On n'a pas prévu encore d'aller au Québec. On attend de sonder l'intérêt pour y aller. Donc si vous êtes intéressé, faites-le nous savoir. On peut également transformer votre management. Il y a tout un tas d'outils à distance qu'on peut utiliser également. Donc, même si vous êtes loin, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis de vous aider à distance. Pour terminer, Michel, je te propose un petit tour de clôture de ce webinaire. Voilà, partager ton expérience du webinaire. J'ai beaucoup aimé. Ça oblige à faire un bilan, une espèce de bilan d'étape que je vais repartager demain à l'équipe, demain matin à la quotidienne. J'espère, que les gens ont quand même saisi les expressions, les nuances québécoises dans les expressions et que, dans le fond, ça reste notre expérience qui est simplement la nôtre, mais qu'on essaie de rendre la plus positive possible pour une société plus prospère. Merci, Margot. Merci à toi, Michel, vraiment pour ton témoignage. Merci aux participants de leur présence et des questions. Et je vous souhaite donc une très belle soirée et puis une belle journée pour ceux qui sont au Québec, puisqu'il est le matin pour vous.